tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, j'ai une invitée, je suis super contente de l'avoir. C'est Florence, une copine podcasteuse, Florence du podcast Avant j'étais prof. Bonjour Florence. Bonjour Amandine, et moi je suis très contente d'être ici et un petit peu intimidée pour tout te dire parce que je parle pas souvent de l'autre côté du micro. Eh ben, c'est l'occasion de voir ce que ressentent tes invités du coup. C'est clair, à chaque fois que je le fais, je me fais cette réflexion-là, je me dis: Allez zen, on se détend». En plus, c'est sur un thème que tu connais bien, puisque c'est sur la reconversion des enseignants et justement comment s'inspirer de la reconversion des autres pour réussir sa propre reconversion. Et je trouve que c'est un thème très intéressant, donc très, très, très bien joué. J'espère que justement ça inspirera beaucoup de gens. Déjà, la première chose, c'est par rapport à toi et à ton parcours, en quoi la réussite des autres enseignants t'a permis d'avancer sur ta propre reconversion. En fait, moi, j'ai justement créé le podcast Avant j'étais prof pour aller interviewer des gens et voir d'autres parcours parce que moi, je voulais partir. Donc, avant même de commencer à le faire, j'avais l'impression que ça allait être une bonne idée. Bilan des courses, c'était une bonne idée. Parce qu'en fait, ça te permet, je trouve, de voir comment font les autres, sachant qu'on est tous différents, que ce soit en termes de personnalité ou de projets professionnels ou de peur, d'envie, etc. Voir comment font les autres et réussir à adapter en fonction des gens qui vont le plus te ressembler. Qu'est-ce qui pourrait être bon pour toi et qu'est-ce qui ne te fait vraiment pas envie? Parce qu'en fait, il y a ça aussi, il y a savoir ce qu'on veut, mais savoir ce qu'on veut pas. Il y a pas vraiment de déclic, les gens attendent parfois d'avoir un déclic. Moi, ça m'est pas arrivé d'enregistrer avec une seule personne et de me dire: «Ah ben, je vais faire ça et je vais le faire comme ça». En fait, c'est la combinaison de toutes les interviews que je mène et que je continue de mener puisque, ben, moi, mes projets continuent d'évoluer et moi, en tant que personne, je continue de changer aussi. Mais donc je continue d'avoir un regard, extérieur sur les parcours des gens et d'essayer de comparer, ben, par rapport à moi, ce qui me plaît et ce qui me plaît moins et de me dire: «Ben, OK, je pourrais continuer d'évoluer dans ce sens-ci ou ce sens-là». Et je trouve que ça permet aussi de se dire: «Ben, si lui ou elle, il a pu le faire, sachant qu'on était dans la même situation, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas?» Et en fait, tu te rends compte que les gens qui l'ont fait, ils sont passés par exactement les mêmes doutes, les mêmes questionnements et les mêmes préoccupations que toi. Et ils avaient aussi souvent les mêmes peurs. Donc je trouve que voilà, plus on s'inspire du parcours des autres et plus on regarde des gens qui ont réussi à le faire, plus on a l'impression que, tout le monde peut le faire et que c'est peut-être pas si compliqué que ça s'il y a autant de gens qui le font. Mais c'est juste que c'est plus facile une fois qu'on l'a fait qu'avant de le faire. Comme beaucoup de choses, hein, dans la vie, tant que tu l'as pas fait, tu as beaucoup de peur et puis une fois que c'est fait, tu te dis: «Bon en fait, voilà, j'en suis pas morte, quoi». Oui, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans chaque interview, tu as pris quelques éléments qui, toi, te parlaient plus que d'autres et c'est ça qui t'a permis un peu de construire la confiance que tu as créée pour mener à bien ta reconversion. C'est ça, parce que par exemple, le métier que je fais aujourd'hui, donc rédactrice web SEO, c'est un métier auquel j'avais pensé pendant longtemps et donc j'ai interviewé une personne, Elodie, qui le faisait à temps plein et c'est un métier qui me plaît, mais je n'aimerais pas le faire à temps plein comme Elodie. Par contre, j'ai interviewé des gens qui avaient, 2 jobs en mi-temps, chacun. Ça déjà, ça me parlait un peu plus parce que j'aime bien avoir plusieurs activités. Puis j'ai interviewé quelqu'un qui, travaillait depuis l'étranger, qui voyageait beaucoup, mais qui du coup, ben, gagnait moins pour avoir à côté plus de liberté, on va dire géographique et décisionnelle. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Donc au final, je prends vraiment des petits bouts de tout le monde pour essayer de faire quelque chose qui va me plaire à moi, sachant que au final, ce qui me plaît à moi ne plaira sûrement pas à grand monde, puisqu'on est tous, très différents au final, quoi. Et tu parlais aussi du fait que, avant de se lancer dans sa reconversion, on a l'impression que c'est une montagne infranchissable. Parce qu'on entend en fait les collègues dire mais c'est super dur, c'est compliqué, c'est long, et on crée plein de croyances sur le fait que qu'on va rester dans cette situation éternellement. Et on entend aussi des choses, il y a des gens qui relaient des propos qui ne sont pas forcément vrais, mais qui le disent avec beaucoup de certitude. Moi, j'ai toujours entendu, dans les salles des profs: «De toute façon, quand on démissionne, on a le droit à rien, on peut pas toucher le chômage». Ben, ça, par exemple, c'est faux. Mais tant que tu as pas été le chercher, ben, tu le sais pas. Ou, les dispos, c'est jamais accepté ou, je sais pas, le CPF, c'est impossible à débloquer. Ben, si, c'est possible, c'est pas facile. En fait, il y a plein de choses qui sont complexes mais qui ne sont pas impossibles. Et même si quand on est dans une phase où, ben, ça va pas bien et souvent on a des doutes, on est fatigué, on n'a pas beaucoup d'énergie et tout, c'est déjà pas facile. Si en plus les discours qu'on a autour de nous, ils sont négatifs et fermés,
il y a vraiment aucune chance qu'on trouve l'énergie nécessaire pour aller affronter ça. Alors que quand on nous dit que c'est possible mais difficile, déjà au moins, il y a une porte qui est un peu entrouverte, quoi. Donc c'est quand même un petit peu plus simple, je trouve. Mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie, tu vois? Je fais souvent la relation avec le bac. Je me souviens quand je préparais mon bac, tout le monde avait peur, mais tous ceux qui l'avaient déjà eu disaient: «Non, mais en fait, le bac, c'est trop facile» et finalement, bah, tu le passes, tu l'as et tu te dis: «Bah, en fait, ça va». En fait, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, même la première fois qu'on a eu une classe, bah, forcément, on a été hyper stressé avant. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, tu vois? Et je pense que tu arrives rarement avec, 0 émotion, 0 appréhension et puis au final, ben, voilà, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, puis en fait, après tu trouves tes repères aussi. Puis se reconvertir, c'est pas forcément, sauter dans le vide et prendre, plein de risques, hein. Tu peux très bien garder un certain confort de vie, une certaine qualité. Tu es pas obligé de tout plaquer, de faire, je sais pas, un abandon de poste, avoir 0 aide et partir sur un métier que tu connais pas, dans une région que tu connais pas, tu vois? C'est pas ça. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple que ça, mais encore une fois, bah, c'est chacun, en fonction de ta vie, de tes envies, de tes peurs, enfin parce qu'il y a une différence pour moi entre, affronter des peurs qui sont, ancrées et qui parfois sont, bah, presque, comment dire? Pas irréelles puisque c'est réel, tu as vraiment peur de ça, mais dont les fondations sont un peu, tu sais, tu as ça parce que c'est souvent les peurs des autres ou parce qu'on t'a dit que ça, c'était dangereux. Donc ça, pour moi, c'est une chose, mais après te mettre dans une situation, inconfortable et stressante, ça, c'est quelque chose qui peut faire vraiment peur. Donc en fait, faut mesurer. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça, un risque mesuré. Faut vraiment essayer de mesurer, dans de quelle façon est-ce que tu vas faire les choses, puis ça se prépare aussi. Enfin, ça se prépare. Encore une fois, tu vas me dire, ça dépend des gens et des personnalités, mais moi, je pense que j'aurais pas été bien loin si j'avais juste, claqué la porte un matin où j'en avais marre, sans projet derrière. Moi, je suis quelqu'un qui avait besoin d'avoir, des étapes à la suite. Mais il y a des gens qui vont, voilà, tout plaquer, partir, refaire autre chose, puis refaire autre chose, enfin et c'est ça qui est beau quelque part dans les parcours de reconversion des gens, hein, qu'ils soient profs ou non, au final, c'est des étapes de la vie, quoi. Ah bah oui, complètement. Mais même pour quelqu'un qui va claquer la porte, la décision aura pas été prise du jour au lendemain. Souvent, non. Généralement, c'est un processus qui met plusieurs années avant de mûrir, où on appréhende en fait, petit à petit ses peurs pour se rassurer, pour, prendre confiance et construire son projet avant de passer à l'action. Et c'est dans cette phase-là où, justement, on arrive à se questionner sur les parcours des autres pour se rassurer, pour se dire que nous aussi on peut le faire. Oui et il y en a plus que ce qu'on pense, tu vois? Moi, quand j'ai commencé le podcast, j'avais l'impression qu'il y avait quasiment aucun prof qui se reconvertissait, parce que tout le monde me disait que c'était impossible. Au final, aujourd'hui, mais j'en connais des centaines, au bas mot. Donc, il se passe pas une semaine sans que je reçoive un message, de prof qui soit est reconverti, soit est en reconversion, soit veuille se reconvertir. Au final, moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps et maintenant que je suis dans ce milieu-là, j'ai l'impression que tous les profs peuvent se reconvertir. Alors qu'il y a 3 ans, j'avais l'impression qu'aucun prof ne pouvait se reconvertir. Voilà, l'entourage, c'est hyper important, se renseigner, c'est hyper important, essayer de se projeter aussi, c'est super important. Enfin, c'est long. En fait, c'est inconfortable parce que, ben, forcément, tu te poses, plein de questions. C'est le moment où tu te demandes: «Bah, est-ce que mon concours, il va servir à rien? Est-ce que mes études, elles auront servi à rien?» Il y a rien qui sert à rien. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait, pour une bonne raison. À un moment donné, on a changé, ben, on n'est plus d'accord avec ça et heureusement qu'on reste pas les mêmes toute notre vie, sinon ce serait quand même bien triste. Mais après, voilà, faut être prêt à accepter ça et je pense que tu es obligé de passer par les phases de doute et de questionnement qui sont désagréables pour, ben, te mettre face à la réalité et réussir à choisir quelque chose qui va être agréable. Parce que si tu évites toutes ces questions-là, je suis pas sûre que tu puisses faire des choix qui te correspondent vraiment et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est inévitable, en fait, d'avoir un petit moment d'inconfort avant de changer, quoi. Bah, dans toutes les situations de vie, j'ai envie de dire, il y a un moment où on arrive à douter, à se poser des questions et c'est aussi en ça que c'est notre cerveau qui nous met en garde et c'est normal. Non, mais c'est oui, c'est vrai, quelqu'un qui va vouloir, commencer un nouveau sport ou qui va vouloir, je sais pas moi, fonder une famille, acheter une maison, acheter une voiture, lancer un podcast. Il y a toujours un moment où, tu vois, tu te poses plein de questions, tu te demandes si c'est une bonne idée ou pas, qu'est-ce que tu as à y perdre, qu'est-ce que tu as à y gagner? C'est juste que voilà, dans le cadre, d'une reconversion professionnelle, ben, chacun est à un stade différent et pour certains, c'est devenu une nécessité vitale et je dis vraiment pas ça en rigolant parce que c'est malheureusement vraiment souvent le cas et pour d'autres personnes, c'est plus,
«Ah ben, moi prof, ça me va bien, mais je me verrais pas faire ça toute ma vie et à horizon 10 ans, je changerais bien, donc je vais me poser des questions maintenant». En fait, on n'a pas tous, la capacité d'être aussi détachés et d'avoir ce recul-là. Moi, j'avais pas de recul du tout. Donc c'est quand c'était trop tard, ben, c'était trop tard, quoi. Mais on est tous différents là-dessus aussi, tu vois? En fait, sur toutes les étapes d'une reconversion, à la fois, on est tous très similaires et très différents dans notre façon d'appréhender, finalement, des mêmes questions, je trouve. Oui, parce qu'il y a les questions qui se posent et après le vécu qu'on a par rapport à la gestion des émotions que ces questions vont générer, en fait. Exactement. Est-ce que tu as un exemple concret d'une reconversion d'un enseignant dont l'histoire a inspiré des auditeurs de ton podcast où tu as eu un retour justement par rapport à ça? En fait, j'en ai eu pas mal. Je pense notamment à Myriam, c'était l'épisode 20, qui était devenue conseillère d'orientation scolaire en indépendante, qui a maintenant sa formation. Je sais qu'il y a pas mal de gens de mon podcast qui ont suivi sa formation et qui le sont maintenant à leur tour. Je sais que Laurent, qui donc lui, rien à voir, est resté dans la fonction publique en tant qu'inspecteur des finances publiques. Je crois que c'était l'épisode 10 de la première saison. Il a reçu, mais un nombre de messages incalculables de la part de gens qui se posaient cette question-là, en fait, de garder une forme de sécurité de l'emploi et salariale et aussi géographique parfois et qui, du coup, voulaient des renseignements par rapport au concours et je sais qu'il a toujours aidé les gens qui sont venus vers lui. Il y en a quand même pas mal qui, finalement, ont suivi cette voie-là. Là, très récemment, il y a Claire qui est devenue ingénieure pédagogique et elle a bossé d'abord en tant que salariée, puis après, maintenant, elle est à son compte et j'ai reçu, mais un nombre de demandes de, «Bonjour Florence, est-ce que je peux avoir l'email de Claire? Parce que j'ai des questions à lui poser». Enfin, tu vois? Je pense à Nathalie aussi, c'était, une saison précédente, qui est dans c'est un peu comme une franchise, ça s'appelle Récré Anglais. Ça a peut-être un autre nom que franchise d'ailleurs. Non, c'est une Une micro-franchise. micro-franchise, OK et du coup, je sais que, bah, ouais, ça se développe dans toute la France, donc elle, elle est responsable, d'une de ces écoles-là à Lyon et je sais qu'il y a des gens, profs, d'anglais notamment, qui m'écrivaient et je sais qu'ils se sont reconvertis et qui bossent maintenant, pour Récré Anglais. Là, j'ai posté un des derniers épisodes, avec Céline qui est orthographopédagogue et qui a créé sa formation, donc ça va s'appeler Elodis, sa future franchise et j'ai reçu dans la foulée un message: «Ah coucou Florence, bah justement, moi je suis inscrite à sa formation, ça commence demain, c'est une reconversion qui va me plaire pour telle raison». Enfin, en vrai, c'est super chouette parce que du coup, j'ai l'impression d'aider les gens, même si c'est pas moi qui fais les choses, moi je peux faire une sorte de mise en relation au final et j'ai l'impression que ça aide beaucoup, sachant que quand on part sur une reconversion, c'est comme pour, le métier de prof, on n'est pas obligé de le faire, pour toute sa vie, quoi. Ça peut être quelque chose qui nous plaît là, qui va nous plaire X années et rien ne nous dit que dans 10, 15, 20 ans, on va avoir envie de rechanger parce que le monde évolue, parce qu'on évolue, parce que notre vie évolue et voilà. Mais ouais, il y a pas mal de métiers, mine de rien, qui inspirent des gens. C'est super chouette parce que du coup, comme tu disais, tu peux aider au travers de ton podcast, faire des liens et puis, inspirer, donner envie de passer à l'action, des enseignants qui se cherchent. Et c'est super important pour moi parce que quand moi j'ai voulu me reconvertir, ben, si j'ai créé le podcast, c'est parce qu'il y avait pas vraiment de ressources, gratuites, pratiques, accessibles pour se poser ces questions-là, savoir ce qui était possible ou pas, connaître un peu, nos droits réellement, enfin et du coup, bah, maintenant que moi je suis partie et que ma vie c'est quand même, un peu plus joyeux quoi, parce que j'étais vraiment pas bien moi à la fin à l'école, je me dis: «Ben, si je peux rendre l'appareil, c'est un peu la moindre des choses», tu vois? Avoir, enfin, je sais pas, toute cette expérience-là que j'accumule, tous ces gens que je rencontre, je me dis plutôt qu'ils me disent ça juste à moi, ben, autant que ce soit partagé et que ça puisse aider ceux qui sont pas bien. Ceux qui sont bien, mais qui restent profs, hein. Franchement, c'est génial, même pour les enfants, tu vois? C'est beaucoup mieux d'avoir, quelqu'un qui est heureux, devant soi tous les jours, c'est je dis pas le contraire, mais pour ceux qui sont pas bien, plutôt que de rester pas bien, ben, ouais, si ça peut aider, moi, ça me tient à cœur parce que, ben, moi, j'étais bien contente avec cette première saison que les gens acceptent de témoigner et que ça m'aide au final. Parce que sans ça, je sais pas trop où je serais, quoi, mais certainement pas là où je suis aujourd'hui. Bon, je pense que tu serais quand même partie, à un moment ou un autre. Je pense, mais je sais pas dans quelles conditions, je sais pas pour faire quoi, je sais pas si je serais sûre de moi, en fait, toujours, tu vois, quelques années après. Alors que là, maintenant, même si c'est pas du tout mon caractère, à la base d'avoir confiance en moi et d'être sûre de moi, là, je suis sûre des choix que je fais. Je me pose, plus vraiment de questions. Je me pose juste des questions de, à quel moment, faire quoi et de quelle façon. Mais voilà, j'ai pas de regrets sur ma reconversion, ni du fait d'avoir quitté le N, d'avoir quitté ce statut, ni dans le fait de faire de la rédaction web, de continuer ce podcast, d'être à mon compte. Enfin,
Je sais que je suis sûre de tout maintenant et du coup, j'aimerais bien que ce soit, le cas des gens qui doutent beaucoup et qu'un jour, bah, ils puissent tous être, bien avec leurs décisions et dans leur quotidien, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Oui, ça c'est sûr. Dans ce que tu disais juste avant, j'ai trouvé assez intéressant de souligner le fait que finalement, avant, on avait une carrière qui durait toute une vie et notamment dans le fonctionnariat, on a souvent cette idée-là de, bah, voilà, je rentre, jusqu'à la retraite et maintenant, il y a de plus en plus de flexibilité, de changement dans les carrières qui se répercutent aussi sur la fonction publique, notamment via les dispositifs, et puis même les changements de façon de penser, comme tu disais, s'adapter, au changement de vie. Parce que souvent, un des blocages, c'est la peur de l'échec, ne pas arriver à se reconvertir. Alors qu'on peut se reconvertir plusieurs fois et c'est OK. Bah, oui, mais tout comme on peut, je sais pas, acheter un appart et puis 10 ans plus tard vouloir fonder une famille et se dire: «Ah bah, en fait, on va le revendre, on va plutôt prendre une maison, ce sera plus adapté», tu vois? Je suis assez persuadée que ce système de carrière, à vie, il commence à être un peu dépassé et je pense que la société a changé, les gens changent. Je parle pour la France en tout cas, hein, j'imagine que chaque, pays est très, très différent là-dessus, mais je suis assez convaincue que plus on va avancer dans les années, plus ce sera normal d'avoir plusieurs, métiers et je pense qu'on parlera plus autant de carrière, tu vois? Et je pense qu'avoir plusieurs, métiers, plusieurs, statuts, plusieurs professions n'empêche en rien le fait d'être carriériste. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'imaginent que, être carriériste et monter les échelons, bah, ça se fait que si tu restes, sur un même poste et puis que tu montes de poste en poste sur une même, hiérarchie. En fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que moi, je vois pas le travail comme, une fin en soi. Pour moi, le travail, c'est un moyen, de s'épanouir si c'est important pour toi et que tu fais quelque chose qui a du sens et que tu apprécies ou un moyen, bah, d'avoir de l'argent parce qu'il faut quand même, voilà, se loger, se nourrir, un moyen de faire des rencontres sociales, un moyen de, je sais pas, de développer de nouvelles compétences. Enfin, pour moi, c'est plus un moyen qu'une fin en soi, tu vois? Je sais qu'on est tous différents là-dessus aussi, mais je serais pas étonnée que plus on avance en années, plus il soit, presque normalisé d'avoir plusieurs métiers sur une, carrière professionnelle. Oui et déjà dans le secteur privé, ça c'est beaucoup plus dans la façon de penser des salariés et un peu moins dans la fonction publique. Mais ça vient. Ça arrive, ça arrive. Faut leur laisser le temps. C'est une grosse institution. Pour toi, comment les témoignages peuvent renforcer la motivation et la passion dans les reconversions des enseignants? Ah, c'est marrant parce que pour moi, c'est 2 choses différentes, la motivation et la passion et je vais développer parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des fois des idées ou voire pas, mais qui savent qu'ils veulent partir vers un métier qui va être leur passion. Je pense notamment au métier artistique, c'est ce qui revient le plus souvent comme passion et où les gens vont, ils veulent quitter le N pour faire ça et pour moi, c'est différent de la motivation où parfois les gens sont vraiment motivés et déterminés à quitter le N, mais sans forcément aller chercher quelque chose de passionnel derrière. Juste, ils vont vouloir partir, parce qu'ils sont pas bien là, peu importe ce qu'ils vont trouver d'autre, tu vois? Et je pense que ça dépend aussi de l'état, dans lequel tu es. Toujours est-il que, lorsque tu écoutes les témoignages des gens, je trouve que le fait de savoir que d'autres ont pu le faire, ça t'apporte une certaine motivation parce qu'il y a un côté de toi qui te dit alors, au début, tu te dis un peu, «Oui, bah, eux, ils ont réussi, mais moi, si, mais moi, ça». Tu vois? Tu as toujours: «Oui, mais moi, j'ai des Pourquoi moi je enfants». Voilà, réussirais? c'est: «Mais moi, j'ai des enfants, mais moi, j'ai un crédit, mais moi, j'ai pas de diplôme, mais moi». Et puis au final, à force d'en entendre, tu finis toujours par entendre une situation qui est similaire à la tienne, voire plus complexe et tu te dis: «Waouh, moi à sa place, je sais pas si je l'aurais fait». Et tu te rends compte qu'en fait la personne elle l'a fait et que ça se passe plutôt bien. Et donc je trouve que la motivation, elle se trouve dans ces moments-là. Et la passion, pour moi, elle est pas obligatoire. Moi, je sais que j'aime, faire quelque chose qui me passionne puisque j'ai du mal, je pense que j'aurais du mal à me lever le matin pour faire un truc qui me passionne pas. Mais il y a des gens pour qui le travail va être vraiment un moyen, pur et vraiment ils s'en fichent tant qu'ils sont pas malheureux parce que eux, ce qui va les intéresser, c'est, ben, de je sais pas, pratiquer un sport, passer du temps en famille, j'en sais rien, faire du bateau, rentrer du travail en courant. Eux, ce qui va les intéresser, c'est peut-être d'avoir tel horaire qui va leur permettre de faire telle chose, enfin et là, pour moi, la passion, elle peut être du coup autour de ton travail quand ton travail ne te passionne pas ou en dehors quand tu vois des gens partir vers des métiers qui les passionnent. Après le risque et c'est parce que beaucoup de profs ont été profs parce qu'ils étaient passionnés, qu'ils y trouvaient du sens et que c'était une sorte de vocation. Le risque du métier passion, c'est d'y passer trop de temps, d'y penser tout le temps et de ne plus avoir de différence entre, ben, ta passion loisir
et ton travail? Je pense, c'est une question que j'avais posée à Diana qui était devenue calligraphe et qui du coup avait gardé un mi-temps alimentaire à côté. Parce que je lui avais demandé: «Comment tu fais pour toujours continuer cette passion, on va dire personnelle, en activité personnelle de calligraphier, de prendre ce temps, de continuer à apprendre, mais qu'à la fois ce soit, ton activité professionnelle et rémunératrice?» Et donc elle répondait avec beaucoup de justesse et c'est quelque chose qui m'a marquée. Le fait d'avoir un travail qui lui permette de couvrir toutes ses charges obligatoires, lui permettait derrière, avec la calligraphie, de ne calligraphier que pour des projets qui lui plaisaient, qui l'intéressaient ou desquels elle était convaincue. Et donc elle avait pas cette pression de l'argent envers un métier qui, à la base, est sa passion. Parce que ça peut aussi être une dérive, tu vois? Et l'idée, c'est pas de quitter une vocation pour une autre et te retrouver dans les mêmes problèmes et pas prendre de vacances et pas avoir tes week-ends et penser tout le temps au travail et être stressé et machin, tu vois? Donc c'est assez difficile, mais pour les gens passionnés, je pense que c'est difficile globalement de faire la part des choses et de faire des pauses et de séparer le pro du perso et pourtant, je pense que c'est important. Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que la reconversion, c'est le bon moment aussi pour, poser des limites et se dire: «Bah, qu'est-ce que je veux maintenant?» Justement, il y a beaucoup d'enseignants quand ils veulent se reconvertir, ils veulent plus ce côté, le travail qui dépasse, sur le temps personnel. Ils veulent vraiment jusqu'à aller à des horaires de bureau pour que quand ils ferment la porte de leur bureau, et ben, ça y est, c'est fini, quoi. Ah bah, tu vois, ce que tu dis là, pour moi, ça fait vraiment écho à un épisode très précis que j'avais rêvé de réaliser et j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui répondait à ces critères-là. Je pensais au nombre de profs qui disaient: «Moi, je veux tellement partir que je suis prête à prendre n'importe quel job alimentaire», et puis après, ils faisaient une liste, tu vois? Souvent, dedans, il y avait, bosser dans un supermarché, ça revenait, très, très souvent, ou faire du travail à la chaîne ou et j'ai trouvé, Anne, lors de la saison 3, qui a quitté l'enseignement. Elle était prof d'allemand pour fabriquer des cagettes à l'usine. Mais moi, j'étais fascinée parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient prêts à faire ça. Mais des gens qui le font vraiment, j'en ai pas croisé beaucoup. Et ben, elle, ça lui permet d'avoir une telle tranquillité d'esprit et une telle coupure entre son pro et son perso. Je veux dire, je pense pas que quand elle rentre chez elle, elle se demande comment je vais fabriquer ma cagette, tu vois. Elle arrive vraiment à séparer les deux. Et c'est ce qu'on recherche aussi dans un job alimentaire. Et alors oui, le salaire n'est pas le même et c'est ce qui revenait beaucoup dans les commentaires, mais en fait, à un moment donné, il y a des gens qui sont tellement malheureux au travail et ça empiète tellement sur leur vie personnelle que tu te retrouves dans un état tel que, 100-200-300 € de plus ou de moins, ça se calcule, tu vois? Si ça peut t'apporter de la santé, physique ou mentale, pour moi, c'est pas rien. Enfin, je sais que moi, j'aurais longtemps préféré baisser encore en salaire et avoir, plus de tranquillité plutôt que de rester dans, cette surcharge, mentale et cognitive, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais et puis c'est ça que je trouve, chouette aussi, quoi. Oui, de voir à quel point les reconversions sont variées, correspondent à voilà des différents vraiment différents types de publics. Bah, c'est ça, ouais. Et puis, je reviens sur ce qu'on disait avant, peut-être que le job alimentaire, ça peut être une transition justement pour, un moment où on n'en peut vraiment plus, où la santé est en jeu. Voilà, je vais faire de l'intérim, OK, c'est pas le truc le plus qui me fait le plus rêver, mais par contre, derrière, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de me poser, j'ai le temps de profiter de la vie et de voir ce que je peux faire après. Complètement, parce que, l'enseignement, c'est un métier, il y en a beaucoup d'autres où je disais tout à l'heure, il y a une grosse charge mentale et en fait, quand tu rentres chez toi, tu as toujours quelque chose à faire. Tu auras toujours, des copies, tu auras toujours une correction, un cours à préparer, un message de parents, une formation à venir, enfin, il y a toujours quelque chose. Même pendant ton week-end, même pendant tes vacances, tu y penses tout le temps et du coup, ton esprit n'est pas libre pour se poser des questions et c'est pour ça que, là, je parlais encore la semaine dernière avec quelqu'un qui avait été placé en arrêt maladie parce que, bah, elle n'en pouvait plus et elle avait accepté, de prendre cet arrêt et je me dis, en fait, c'est le meilleur moment pour être en dehors de tout ça, de ce c'est un peu le tumulte, quotidien, quoi et de te poser, de te reposer et de te poser les bonnes questions et de te demander: «OK, est-ce qu'une semaine d'arrêt, j'étais juste fatiguée et après ça repart? Ou est-ce que, l'idée c'est pas de repartir dans la même chose, quoi?» Et pour moi, c'est essentiel. Enfin, je sais que moi j'avais eu, un arrêt aussi, sur ma dernière année où vraiment j'en pouvais plus. Mais sans ça, j'aurais jamais eu le temps de me poser les questions et de me dire: «OK, il y a le CPF, je vais le mobiliser, je vais prendre telle formation, machin». Enfin, tu pas le temps et l'espace, nécessaire pour vraiment penser, en fait et penser, bien, parce que enfin, il y a déjà tellement de choses, quoi. Ça plus, tout le quotidien, on n'a pas le même quotidien, hein. Moi, j'arrivais plus à penser, mais je suis toute seule à me gérer. J'ai pas, 3 enfants, dans un tout petit appartement, enfin,
Tu vois, on connaît pas la situation des gens, donc il y a des complications, chez certains, chez d'autres, mais ouais, c'est important pour moi d'avoir le temps de penser. C'est essentiel, en fait, je pense et c'est, une des 1res étapes, un des premiers pas, finalement, ce moment où tu te dis: «Ben, OK, je l'admets, j'ai pas envie de rester là» ou «Je ne peux pas rester là», selon les gens. Bah, pour moi, c'est la première grosse étape, celle où tu acceptes, et tu vois les choses en face parce que moi, je sais que j'ai été longtemps un peu dans le déni à me dire: «Oh, ça doit être le poste, ça doit être le la distance, ça doit être, les élèves, ça doit être» et puis au final, c'était rien de tout ça, tu vois? C'est juste que, bah, voilà, ça me plaît pas et je trouve que c'est pas facile au début de voir un peu les choses en face et puis de prendre conscience des conséquences, de ce qui va avec, quoi. Moi, j'avais tendance à me dire: «Bah, ça ira mieux l'année prochaine». Voilà, mon cerveau qui cherchait des échappatoires, mais oui, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parce que j'ai eu un début de carrière assez compliqué et où des enseignants me disaient: «Bah, c'est normal, c'est le début, après ça ira mieux». Oui. Oui, sauf que quand tu regardes vraiment autour de toi dans une salle des profs, il y en a qui ont plus de 50 ans, qui sont là depuis un petit moment et ça va toujours pas très bien. Donc bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit les débuts, la mise en place, l'organisation. C'est vrai que ça, par contre, c'est vrai, plus les années passaient, moins j'avais de charge de travail. Pour autant, bah, c'est toujours pas quelque chose, dans lequel je m'épanouissais, quoi. Par rapport à la reconversion, je trouve qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant et où ton podcast, il apporte, voilà, quelque chose de très fort, c'est qu'on a tendance à se retrouver vraiment isolé. Quand on est vraiment à ce moment-là où on envisage la reconversion, même par rapport au regard des autres enseignants, il y a plein de choses qui changent. Et comment les histoires, de reconversion réussie, partagées dans ton podcast, peuvent aider les enseignants qui se reconvertissent par rapport à ce sentiment d'isolement? Ah bah, ça, c'est un des plus gros points forts, je crois, de ce podcast et c'est la raison pour laquelle, même si un jour je l'arrête, je continuerai de payer l'hébergeur pour qu'il reste en ligne. Parce que les gens me disent: «Ah mais en fait, je suis pas toute seule» et moi, j'ai envie de leur dire: «Bah non, moi j'en vois des dizaines des gens comme toi tous les jours. Mais en fait, même moi, je pensais que j'étais toute seule avant de rencontrer ces gens-là» et tant que tu ne sais pas que d'autres personnes existent, tu es dans le flou, tu as l'impression d'être abandonné et tu as même l'impression parfois que tu es le problème, que le problème vient de toi, que c'est toi qui ne colle pas au métier. Mais en fait, le but de la vie, c'est pas de coller à un travail, quoi. C'est heureusement plus vaste que ça. Et le fait qu'il y ait ce podcast-là avec autant de profils différents et de parcours différents, les gens peuvent se dire déjà, ils sont pas les seuls à vouloir se reconvertir ou du moins à y penser ou parfois être en reconversion. Ils sont pas tout seuls à reprendre des études à 30, 40, 50 ans. C'est pas une honte. Ils sont pas tout seuls parfois à retourner vivre chez leurs parents pendant 1 mois, 2 mois, le temps de se lancer. Ils sont pas tout seuls à, en fait. Et ils sont pas tout seuls à plein de choses finalement. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte d'avoir des profils différents, parce qu'en fait, les gens vont avoir des questions différentes. Ils auront, moi, c'est ce que j'appelle un mais. Ils auront toujours un mais, parce qu'ils vont dire: «Ah oui, mais moi aussi, j'aimerais bien faire ça, mais». Et donc parfois, ils vont me dire: «Bah, mais, je suis trop jeune, je viens à peine de finir ma formation, c'est gâché». Bah, moi, je vais leur dire: «Bah, tiens, regarde le profil de machin. Elle était prof, elle a fait, que 1 an, voire elle a été stagiaire, voire elle a pas validé son concours et elle a changé de métier. Bah, tu peux aussi te dire: «Il vaut mieux faire quand je suis plus jeune qu'une fois que j'y ai passé beaucoup d'années et que ça me va toujours pas. Si tu t'en rends compte tôt, vas-y». Mais à l'inverse, dire: «Ah bah oui», après ma première saison, c'était, «Ah bah oui, mais c'est facile, tous les gens que tu interviewes, ils ont, entre 20 et 40 ans, moi j'ai, plus de 50 ans», je fais: «Ah bah, pas de problème». Saison 2, j'ai interviewé plusieurs personnes qui avaient plus de 50 ans. Ah ben, c'est possible. J'ai interviewé des gens qui, eux aussi, avaient, un loyer, ou un crédit, des gens qui avaient 1, 2, 3, 4 enfants. Parce que ceux qui en ont pas vont te dire, ceux qui sont célibataires sans enfants vont te dire que c'est dur parce qu'ils ont pas de compagne ou de compagnon pour, les épauler. Ceux qui sont, en couple et qui ont des enfants vont te dire qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont des enfants. Ceux qui ont des enfants jeunes vont te dire que, bah, ils peuvent pas parce que les enfants sont encore petits. Mais ceux qui ont des enfants grands vont te dire qu'ils peuvent pas parce qu'il va bientôt falloir payer les études des grands. En fait, il y a toujours quelque chose et moi-même, j'avais toujours quelque chose. Il y a toujours un mais et en fait, il y a un moment où je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de nous et je saurais pas l'expliquer, peut-être parce que je suis pas psychologue ou médecin, tu vois? Mais je suis persuadée qu'il se passe un truc à l'intérieur de nous qui fait qu'à un moment, ce mais, il devient minime. Il disparaît presque, en fait. C'est toujours là, ta situation à toi, elle a pas changé, mais ta façon de voir les choses, c'est plus la même. J'ai l'impression que, enfin, et moi en tout cas, c'est ce que j'aimerais, mais que tout le monde peut le faire et donc c'est pour ça que j'essaye de trouver un nombre de profils le plus large, le plus vaste et le plus diversifié possible pour que quelqu'un qui en, 2026 tombe sur un épisode et se dise: «Ah bah tiens, moi j'aimerais être fleuriste,
mais j'ai déjà 55 ans. Et ben, j'ai envie que cette personne puisse écouter un épisode de quelqu'un qui est devenu fleuriste pour savoir comment faire et qu'elle puisse écouter un épisode de quelqu'un qui a plus de 55 ans pour se rendre compte que, ben, c'est pas impossible, tu vois? Donc pour moi, oui, ça aide, principalement à sentir que, ben, tu pas seul et que tu pas un problème. C'est pas une maladie de vouloir se reconvertir, tu vois? C'est pas grave. C'est juste une autre étape de la vie et oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, pour certains plus que pour d'autres, mais ça veut pas dire. Donc moi, les gens maintenant qui me disent, «Moi je peux pas, j'ai 2 enfants», bah, je leur réponds: «Moi j'ai interviewé des gens qui l'ont fait et ils en avaient 4». Après, il y a toujours des situations complexes. Tu peux avoir des enfants en situation de handicap, tu peux avoir, la personne qui vit avec toi qui a perdu son emploi, mais c'est pas parce que tu ne peux pas le faire maintenant que tu ne pourras jamais le faire. Parfois, il faut juste reporter la date et bah, tes enfants, ils vont grandir ou vieillir selon leur âge et puis un conjoint ou une conjointe, bah, peut-être que tu en retrouveras, peut-être pas, peut-être que ta vie va changer, peut-être que tu vas changer de logement, peut-être que il peut se passer plein de choses, tu vois? Et après, il y a des choses, oui, les gens, ils me disent des fois: «Oui, mais imagine, je me mets à mon compte et j'ai un cancer et j'ai pas de couverture sociale». J'ai envie de dire, oui et si quoi? Enfin et si, on fait rien du tout, si tu veux? Donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place pour, limiter les risques. Tu peux payer, une couverture supplémentaire pour être sûr d'être archi couverte, c'est possible et oui, mais ça va coûter plus cher. Bah oui, mais en fait, il y aura toujours un mais et finalement, moi, je suis reconvertie aujourd'hui dans les choix que j'ai à faire au quotidien, il y a toujours un mais, il y aura toujours un mais. Mais après, il faut aussi, ben, réussir à s'écouter, ce qui est pas facile et on en revient à la phase où c'est pas très agréable au départ parce qu'on fait face à des questionnements que parfois on a un peu enfouis depuis quelques années pour essayer de coller à quelque chose qui, bah, qui a l'air plus classique pour, nos proches, nos collègues, notre société et cetera et en fait, ben, on n'est peut-être pas tout à fait la personne qu'on pense être ou qu'on montre et ça amène à des questionnements parfois, assez profonds mais en fait, c'est essentiel parce que, enfin, je le redis, mais on passe tellement de temps au travail et en tout cas en France, c'est quelque chose qui prend une place, très importante, hein. Si tu y es vraiment mal, je pense que c'est difficile d'aller bien dans ta vie perso. La première question qu'on pose à quelqu'un quand on rencontre, c'est: «Qu'est-ce que tu fais comme travail?» Ça définit, en fait, la personne. Mais c'est ça, je pense que c'est très lié à notre mode de fonctionnement et à notre société. Bah, toujours est-il que si tu veux rester vivre ici, c'est pour l'instant comme ça que ça se passe. Donc si effectivement à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, qu'on te demande ce que tu fais, que tu réponds, que tu as envie de pleurer, je me dis: «Bon, ça va être compliqué». D'où l'intérêt d'écouter des témoignages, de lire des témoignages, puisque, Complètement. bah, on parlait de ton podcast, mais c'est vrai qu'il y a d'autres, supports où on peut avoir des témoignages, des groupes Facebook. Il y a le livre de Monsieur le prof qui est sorti, récemment. Bah, là, j'essaye, si tu le publies, ça va être vraiment officiel, donc faut vraiment que je le fasse. Mais je suis en train de travailler sur le site internet, d'Avant j'étais prof, pour pouvoir mettre les témoignages aussi à l'écrit. Parce qu'en fait, je me dis: «Il y a plein de gens qui connaissent pas les podcasts». Il y a aussi, les personnes sourdes et malentendantes qui n'y ont pas accès parce que j'ai pas de système, bah, visuel, en fait, pour accompagner, ces personnes-là et du coup, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent aussi ces questions-là et qui écoutent pas forcément d'émissions et de podcasts, audio, on va dire et du coup, j'aimerais bien pouvoir retransmettre tous ces témoignages-là, à l'écrit et comme tu dis, il y a le livre, bah, de Monsieur le prof, là, qui est sorti très récemment. C'est un sacré pavé, mais franchement, il relate tellement bien la situation, complexe, actuelle, voire depuis, quelques années, parce que là, les les problèmes ont tendance un peu à traîner et puis, bah, là, très récemment, ça dépendra de la date de publication, mais j'ai écrit la préface du guide de la reconversion des profs qui a été rédigé par Natacha Colbert et qui a été prof aussi, elle, je crois que c'est pendant 20 ans, tu vois? Moi, c'était 6, elle, c'est autre chose et du coup, elle a fait un guide avec, toute une partie sur, bah, un peu toi, une sorte d'introspection, ensuite sur tes projets et ensuite sur, comment les mettre en place, un peu le passage à l'action. Et idem, il est super bien fait. Tu regardes les groupes Facebook, c'est pareil, je vois prof, tu veux changer de métier. Moi, c'est un groupe, mais que j'ai, poncé plus, plus, plus. Enfin, j'y ai passé énormément de temps, et chapeau aux administrateurs parce qu'il y a plus de 20 000 personnes dessus. Donc quand j'ai envie de dire aux gens, «Vous êtes pas tout seul», dans ma tête, je me dis, «Pense aux 24 000 personnes qui se posent la même question que toi sur ce groupe», tu vois? Et il y a aussi beaucoup d'entraide dessus puisque les gens ne quittent pas forcément le groupe une fois reconvertis et ils continuent de partager, bah, leur vie, leurs choix, de répondre aux gens qui sont dans le doute. Enfin, il y a vraiment un système de main tendue, je trouve, entre les enseignants et autour du sujet de la reconversion qui est très beau, vu de l'extérieur.
qu'on voit pas forcément quand on est à l'intérieur parce qu'en fait, on est un peu dans le brouillard. Mais là, maintenant que j'ai fait un pas de côté, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ont souffert dans ce métier et qui, en sortant, font des choses pour, s'aider et s'entraider, tu vois? C'est ce que tu fais, c'est ce que fait Sandrine, enfin, c'est finalement, quand tu commences à creuser, tu te rends compte que beaucoup de gens font beaucoup de choses et c'est juste qu'il faut en avoir conscience et que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui tourne, dans les salles des profs parce qu'il y a des gens qui ont un peu honte de la reconversion, qui ont peur, du regard des autres, voilà, de se dire: «Ah bah, qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi?» Et j'espère que plus le temps passera et plus ce sera, bah, normal, en fait. Parce que moi, je trouve pas ça anormal, tu vois, de vouloir changer de métier. Mais j'espère que ce sera normalisé et qu'on pourra en parler, comme bon nous semble, tu vois? Et qu'il y aura pas de jugement là-dessus. Enfin, personne vient te juger parce que, je sais pas, tu avais acheté une voiture rouge et au bout de 5 ans, tu te dis: «Ah, en fait, je la prendrais bien un peu plus grosse et grise». Personne va venir te voir et te dire: «Oh! Oh là là, bah, tu vois, moi qui pensais que tu voulais une voiture rouge, tu bien changé». Personne va dire ça, tu vois? Et au final, sur la reconversion, je pense que la plupart des gens qui ont peur du jugement et du regard des autres, je pense que c'est des peurs projetées parce que je suis pas sûre qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui oseraient dire dans une salle des profs: «Ah bon? Tu veux te reconvertir? Ah bah, c'est pas très pro tout ça. Je suis sûre que maintenant tu vas faire ton travail par-dessus la jambe», tu vois? Enfin, je pense pas que les gens, diraient et penseraient vraiment ça et au contraire, moi, quand j'ai annoncé ma reconversion en salle des profs, j'étais pas toute seule à m'être posé la question, à avoir déjà essayé de demander un congé formation, d'avoir essayé de demander une dispo, à me dire que j'aimerais faire tel truc, mais que je peux pas parce que je vais sûrement pas réussir à en vivre. Enfin, au final, je pense qu'on serait assez curieux de connaître le vrai avis des autres et il n'est pas forcément celui qu'on projette, je pense. Oui, complètement. Bah, j'en parlais ce matin, pareil, avec un enseignant qui veut se reconvertir et qui me disait que quand il l'avait annoncé à ses collègues étaient envieux d'accepter de se projeter, en fait, dans une reconversion. Parce qu'ils étaient dans les «mais». «Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais j'ai des voilà, j'ai plein de choses. Oui, mais oui, mais». Ben, voilà. Le fameux «oui, mais». Exactement. On arrive à une phase, un petit peu nouvelle, puisque je vais tester et je demandais à Florence, elle est partante, donc ça, c'est chouette. Une nouvelle forme d'interview. Donc j'ai préparé une trentaine de questions et je vais les poser. Non mais parce que je me suis dit: «Si elles sont faciles, voilà, au cas où, il faut que j'en ai un peu plus». Là, je précise qu'Amandine réagit à mon regard parce que j'ai Oui. fait des très grands yeux. Je me suis dit: «Ouh là là, 30». Moi, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée. Du coup, je me suis dit: «Fou, j'espère que je vais pas décrocher à 15». C'est bon, je suis Bon, du prête. coup, en 1 minute, voilà, répondre, au plus de questions possible. Donc ce sont des questions sur, ta posture en tant qu'écolière, en tant qu'enseignante et dans ta reconversion. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Quelle était ta matière préférée à l'école? Oh, le sport. Est-ce que tu as gardé des contacts avec tes anciens collègues? Oui, As-tu trouvé un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle qui te convient mieux que quand tu étais enseignante? beaucoup mieux, oui. Quelle activité pratiquais-tu quand tu étais enfant? Je faisais du foot et après j'ai fait du kickboxing. Quelles compétences d'enseignant utilises-tu le plus aujourd'hui dans ton métier actuel? Peut-être l'organisation. Est-ce que tu as toujours voulu être maîtresse? Oui. Quel est le stéréotype sur le métier d'enseignant qui te pesait le plus? Vous êtes tout le temps en vacances. Y a-t-il un enseignant qui t'a marqué pendant ta scolarité? Et si oui, comment est-ce qu'il s'appelait? Oui, c'était Madame Quéré. Quelle était ta plus grosse peur avant de te reconvertir? Moi, j'avais peur de pas être capable de reprendre une formation et de plus savoir, réfléchir. Top! Ah Bravo, mais je suis pas tu allée vois, très loin. c'est pas grave. Je vais me faire battre par les prochains. Je peux revenir dans 1 an, je vais continuer à m'entraîner pour être plus rapide. Ça a l'air facile quand on voit ça, sur les interviews à la télé. Moi, chaque fois, je me dis: «Mais moi, je serais beaucoup plus rapide». En fait, pas du tout. Et du coup, pour terminer, quel message d'encouragement aimerais-tu transmettre aux enseignants qui voudraient se reconvertir et qui écoutent ce podcast? Je dirais: écoutez-vous, parce que même si c'est important de prendre en compte ce que pense, votre entourage, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent très bien et depuis très longtemps et qui vous voient au quotidien et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Au final, il y a que vous qui pouvez vraiment savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas et comment vous vous sentez et comment vous ressentez les choses. Et pour moi, ben, c'est plus important de connaître ses peurs à soi que d'avoir en tête les peurs que projettent les autres. Et c'est plus important de savoir dans quoi on serait heureux que de se dire ah bah tout le monde pense que je serais bonne à ce métier-là. Donc moi je dirais écoutez-vous, prenez soin de vous et de votre santé aussi. Et enfin si vous sentez que ça va vraiment
pas, et je parle pas d'une petite fatigue, et je pense qu'ici tout le monde va faire la différence entre la petite fatigue et le ça va vraiment pas, ne pas hésiter à se faire accompagner, quoi. Aller voir un médecin, aller voir n'importe quel professionnel de santé, faire un coaching en reconversion, un bilan de compétences, se mettre en arrêt. Enfin, il y a plein de possibilités, mais voilà, s'écouter et s'écouter, on va dire, comment ça se passe dans sa tête, mais aussi comment va notre corps. Parce que je me suis rendu compte d'expérience, ça a été mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de gens avec qui j'échange. C'est parfois on a tendance à être un peu dans le déni, on n'écoute pas forcément, son esprit, et du coup, il y a un moment où le corps parle, et souvent quand on arrive à cette phase-là, c'est qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc voilà, écoutez-vous. Si vous pouvez écouter votre esprit, en premier lieu, c'est le top, ça vous laissera plus de temps et de marge. Mais si voilà, si c'est le moment où c'est le corps qui parle, écoutez-le à ce moment-là. Mais voilà, écoutez-vous. Très bien. C'est un très beau mot de conclusion pour cet épisode. Puis c'est un très bon conseil aussi que tu peux donner aux enseignants qui veulent se reconvertir, parce qu'on a tendance à pas le faire, justement dans les métiers de l'humain, à être toujours à l'écoute des autres. Mais être à l'écoute de soi, c'est aussi très, très important, notamment dans ces phases de reconversion. Je suis bien d'accord. Et en tout cas, je te remercie pour cet épisode qui était Merci à fort toi. sympathique. Oui, c'était un plaisir pour moi aussi. Et puis, du coup, j'espère que les auditeurs auront apprécié cet épisode, qu'ils n'hésitent pas à me le dire sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Au revoir.